Bonjour, nous recevons Samuel Petit. Vous êtes ancien rédacteur en chef du Journal des entreprises, aujourd'hui rédacteur en chef du Télégramme. Alors, l'entreprise a dû s'adapter à la crise, les contenus ont évolué. L'autre jour, il y avait une grande enquête sur le CHU de Brest, mais vous traquez tous les angles du coronavirus qui occupe aujourd'hui 80% de la surface imprimée. Ben oui, en effet, qu'on le veuille ou non, l'actualité elle est dominée par cette crise sanitaire inédite. Du coup, on a dû adapter nos contenus pour expliquer au mieux ce qui se passe à l'autre bout de la planète, évidemment, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe ailleurs en France et ce qui se passe au plus près de nos lecteurs. Donc c'est vrai qu'on fait aujourd'hui un site internet, un journal qui est quasiment entièrement consacré à la crise et on explore tous les angles de cette crise parce que tous les aspects de la vie de nos lecteurs sont touchés. Leur santé, évidemment, leur économie, leur emploi, leur portefeuille, la vie de leurs enfants, etc. La Bretagne est relativement préservée, mais enfin, il y a quand même quelques gros points noirs, comme l'annulation des festivals, auxquels le Télégramme consacre une grande part tous les étés. Bien sûr, on est très vigilant à cette actualité-là, parce que c'est ce qui porte la Bretagne dès le printemps et jusqu'à la fin de l'été, cette vie culturelle forte, cette vie festivalière, c'est ce qui fait la vie de la Bretagne tout l'été. Et on voit bien que c'est un des pans qui va souffrir le plus dans les semaines et les mois à venir. Et évidemment qu'on est à l'arrière de ces festivals, on les soutient, on explique ce qu'ils veulent faire. Et évidemment, on se désole de cette situation. Alors, vous êtes passé de 19 à 4 éditions, car l'information locale, aujourd'hui, elle s'est raréfiée, puisqu'il n'y a plus personne dans les rues, ou presque. Quand est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale? Et puis, quand est-ce que vous allez diversifier vos contenus? Parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va être l'overdose du coronavirus. Mais en effet, c'est une situation compliquée. Il faut accompagner l'actualité de cette crise du coronavirus, mais il y a aussi une vie normale qui va reprendre. La vie normale, c'est la vie au travail, c'est les écoliers qui vont tenter de retourner à l'école, ce sont les élus qui vont tenter de refaire vivre les structures locales, les associations, etc. Donc évidemment, progressivement, on va essayer de réadapter le journal, de réadapter notre site internet à ce redémarrage prudent d'une vie normale dans la région. On va dire qu'on s'adapte tous les jours. C'est au jour le jour qu'on se décide quel sujet il faut traiter, qu'est-ce qu'il faut observer dans la vie des gens, dans la vie de nos communes, qui fait qu'on doit adapter nos contenus quasiment tous les jours. Alors quand on se promène dans les locaux de la rédaction du journal, on a, je dirais pas l'impression d'un journal fantôme, mais enfin il y a beaucoup d'absents et quelques valeureux fantassins qui sont toujours là. Alors, il y a deux aspects. Il y a le siège du journal à Morlaix, que vous connaissez. Il y a à peu près un tiers des journalistes qui sont présents, une quinzaine qui sont là tous les jours. Tous les autres sont en télétravail, à leur domicile. Et puis, il y a nos rédactions locales, nos agences locales, où là aussi, on a essayé de développer au maximum le télétravail. Donc, très peu de journalistes travaillent encore dans ces agences. C'est environ un tiers qui vient tous les jours dans nos 21 bureaux locaux dans la région. Sans oublier le chômage partiel, mais qui impacte moins la rédaction que la publicité qui a dramatiquement chuté. Heureusement, les ventes progressent. Vous avez quasiment refait votre retard dans certains domaines, parfois doublé l'audience. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Ouais, on vit un moment inédit malgré tout où la presse de qualité, la presse d'information retrouve une place importante. Nos lecteurs ont besoin d'une information, qu'elle soit de proximité ou une information plus générale, qui soit forte, qui soit précise, qui soit validée. Et tout d'un coup, le journal, le site internet letélégramme.fr reviennent un peu au milieu du village, au milieu de la vie commune. On a besoin du Télégramme pour s'informer. Alors c'est vrai, on est content des résultats d'abonnement. Les lecteurs s'abonnent au journal pour le recevoir tous les matins avant 7 heures dans leur boîte aux lettres. Nos contenus n'ont jamais été autant lus. L'audience du site internet a doublé. Le temps de lecture quotidien du journal a explosé lui aussi. Donc on voit bien qu'il y a une vraie soif d'information. Et pas que des informations sanitaires, des informations de tous ordres. Malgré les réseaux sociaux, donc la presse régionale reste un repère. C'est un ancrage. On peut considérer qu'en Bretagne, aujourd'hui, tous les jours, la quasi-totalité de la population lit de l'information locale de qualité. C'est une vraie chance, mais on doit répondre à cette attente. On doit répondre aux questions, on doit être extrêmement exigeant, on doit faire de la pédagogie, on doit faire du reportage, on doit expliquer ce qui se passe, on doit cultiver le lien social. Et je crois que les lecteurs, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est qu'ils attendent beaucoup de nous. Donc on doit être en mesure de répondre à cette attente extrêmement forte. Vous avez d'ailleurs créé, alors en termes de solidarité, une plateforme.
Oui, on a lancé dès les premiers jours du confinement une plateforme qu'on a baptisée Solidarité Coronavirus, permettant à toutes les personnes, toutes les structures, les associations, les communes, d'apporter des informations sur la nature du service qu'elle pouvait apporter. Aller apporter les courses à une personne âgée qui ne peut pas se déplacer, accueillir des enfants hors du temps, dans le temps où les parents ne peuvent pas s'en occuper. C'est une plateforme qui a accueilli des milliers de propositions d'entraide, qui marche très fort. On y a rajouté aussi un peu d'empathie et de lien social en lançant une autre plateforme qui s'appelle Je pense à vous, où là, les familles, les parents, les enfants témoignent de leur sympathie auprès de leurs proches, auprès des soignants, même auprès des livreurs du Télégramme. Et tous les jours, on publie ces messages dans le journal, dans le Télégramme, en dernière page du cahier local. Là, on remplit non plus un rôle de service, mais un vrai rôle de lien social, d'empathie, d'émotion. Le cahier local, justement, a suscité au moment du lancement de la nouvelle formule quelques interrogations de la part de lecteurs qui n'y étaient pas habitués. Comment vous pouvez leur expliquer finalement la philosophie de ce cahier local ? Le cahier local, c'est d'abord un enjeu pratique de journal pour le prix d'un, comme on avait coutume à le dire. Vous êtes 2-3 personnes dans le ménage, dans la famille. Une personne peut se jeter sur l'actualité générale et régionale et sportive. Et puis pendant ce temps-là, l'autre personne du couple ou de la famille peut se plonger dans l'actualité locale. C'était aussi symboliquement un moyen de poser clairement les deux jambes du Télégramme. Le Télégramme a l'ambition d'informer sur tous les enjeux de la planète, de la France, de la région. Mais le Télégramme a aussi l'ambition d'apporter une information de proximité la plus fine possible, la plus riche possible. Et ces deux cahiers symbolisent clairement cette ambition. Aujourd'hui, une majorité de nos lecteurs s'est adaptée, on voit bien la pertinence de ce double journal. Et puis certains restent probablement encore à convaincre. Alors, si l'on considère qu'on sortira différemment de la manière dont on est entré dans cette crise, et si l'on reprend les propos du président de la République selon lesquels il faut se réinventer, comment est-ce que vous envisagez d'ores et déjà de réinventer la PQR si vous vous basez par exemple sur nos confrères scandinaves qui ont parfois quelques longueurs d'avance sur le numérique ? On revient aux fondamentaux de la presse régionale et de la presse locale, et le numérique finalement nous renvoie à ces fondamentaux. Qu'attend le lecteur d'une information fiable, de proximité ? Comprendre son environnement, pouvoir progresser lui-même dans cet environnement, comprendre les enjeux économiques, les enjeux d'emploi, comment je fais pour éduquer mes enfants, comment je choisis les bonnes filières de recrutement, est-ce que la fiscalité locale de ma commune est adaptée ? Toutes ces questions-là, extrêmement pratiques, nécessitent des réponses solides, précises, nécessitent du débat. Et finalement, le digital, le numérique nous renvoie vers ces vraies attentes du lecteur. Et la crise qu'on vit nous montre bien ces attentes du lecteur. On veut comprendre ce qui se passe autour de nous parce qu'on veut être tout simplement acteur de notre propre vie, nous tous. Alors, il y a parfois quelques abus en termes de déconfinement. On se souvient de ces pique-niqueurs sur une île repérés par un hélicoptère ou de ces surfeurs qui ont été finalement remis au pas par la gendarmerie maritime. Malgré tout, les Bretons sont extrêmement disciplinés. Parfois, on a un peu le sentiment qu'il y a des abus, non pas cette fois de la part des promeneurs, mais des gendarmes ou des policiers qui contrôlent. Quel est le sentiment qui se dégage aujourd'hui ? Il y a des contestations d'amendes qui sont possibles. Comment vous traitez cette actualité du confinement dans une région qui n'est certes pas la cocotte minute de Seine-Saint-Denis ? C'est vrai qu'on a appliqué des règles de confinement très sévères dans une région qui n'a pas l'impression d'être la plus exposée. Là, on a pu constater le civisme des Bretons. Il y a globalement une contestation assez faible de ces règles de confinement. Et puis, malgré tout, chacun d'entre nous a ce petit côté rebelle. Je pense que ça touche quasiment la quasi-totalité de la population. En effet, il y a eu des petits débordements, des comportements déviants qui ont pu être sanctionnés parfois de manière abusive ou un peu le petit doigt sur la couture du pantalon. On a relayé ces mouvements d'agacement, mais je ne pense pas qu'il y ait de vrais problèmes de fond. Il y a une vraie compréhension de la crise par les Bretons. La Bretagne sait très bien qu'elle pourrait être touchée très rapidement par une pandémie beaucoup plus sévère. Donc le Breton, il est à la fois civique, mais il est aussi un petit peu rebelle. Donc il s'est passé des choses intéressantes, mais dont on ne doit pas tirer des leçons excessives, je pense. Il y a eu aussi quelques faits divers sur l'arrivée des Parisiens, qui n'a pas été forcément bien perçu. On en est où aujourd'hui ? Oui, c'est un fait qu'on a observé dès le début et qui a été compliqué à analyser et à relayer auprès de nos lecteurs.
On a vu sur quelques spots touristiques ou spots de résidence secondaire l'arrivée de Parisiens. Ça a provoqué quelques tensions les premiers jours sur les marchés locaux, dans les hypermarchés. Évidemment qu'on a relayé ces tensions. C'est notre travail de relayer ce type de tensions. Il n'y a pas de raison de les cacher. Peut-être qu'à ces moments-là, des propos ont été tenus par les uns et les autres. Ces propos, on les a relayés, qui auraient pu laisser penser qu'il y ait une forme de rejet de personnes arrivant de Paris, malgré tout originaires de la région, et qui seraient mal accueillis. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas être excessif dans les constats. Chacun a cru bien faire dans cette période de crise. Chacun a géré peut-être au mieux de ses intérêts. Il y a peut-être eu des réactions locales abusives. Un média doit relayer l'ensemble de ces tensions. Il n'y a pas de raison de les dissimuler. Alors, il y a d'autres médias dans la branche média du groupe Télégramme, en particulier le mensuel de Rennes, qui s'affirme comme le média qu'il faut lire à Rennes pour être informé et auquel le Télégramme collabore d'ailleurs. Oui, le mensuel de Rennes qui lui aussi traverse la crise du coronavirus, qui essaye de s'adapter à cette crise. Le dernier numéro a bouclé sur une élection municipale qui finalement ne connaît pas d'issue, puisque le second tour à Rennes n'a pas pu se tenir comme dans de nombreuses villes. Mais le mensuel de Rennes profite de cette période pour s'affirmer, comme vous l'avez dit, comme un média alternatif extrêmement fort à Rennes, qui pèse, qui sort les bonnes enquêtes, qui trouve un nouveau lectorat et dont la diffusion ne cesse de progresser depuis plusieurs mois. Quant à Bretagne Magazine, il a un grand avenir si nous sommes confinés à ne pas sortir des 100 km autour de chez nous. Évidemment, Bretagne Magazine, que tous les auditeurs, téléspectateurs connaissent, peut continuer à dérouler sa marque de fabrique. C'est la Bretagne, tout ce qu'elle compte de richesse patrimoniale, naturelle, tout ce que son histoire permet de raconter. Et Bretagne Magazine, évidemment, dans les mois à venir, va pouvoir continuer à occuper cette place importante et répondre à une demande du public régional et hexagonal sur une meilleure connaissance de cette richesse bretonne. Un mot rapide pour finir, vous croyez à la vidéo, vous développez comme ATBO le site en matière de vidéo. Quels sont vos projets en la matière ? On a de gros projets. Déjà, on souhaite accompagner l'énorme progression d'audience de la vidéo. Il faut savoir aujourd'hui que la vidéo, ça pèse au Télégramme 6 millions de vidéos vues tous les mois. C'est énorme. C'est des centaines de milliers de personnes qui lisent l'information bretonne, qui regardent l'information bretonne à travers la vidéo. On va continuer ce gros effort, en lien justement avec TBO et TB Sud. On va produire des nouveaux formats vidéo, on va raconter l'actualité autrement, on va mieux expliquer les faits locaux et régionaux en vidéo, et ça dans un avenir très proche et en lien évidemment avec les télévisions du groupe TBO et TB Sud. Samuel Petit, je vous remercie. On se retrouve demain avec un autre invité qui sera Xavier Guilloux, qui est un géopoliticien qui nous parlera du coronavirus, mais sous l'angle de la mondialisation. À demain.